Bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation et de création pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Dans cette première émission, vous découvrirez Marie-France, compositrice de musique, qui rencontre les chercheurs Jean-Sébastien et Grégory pour tenter de s'inspirer de leur projet de recherche afin de créer une œuvre musicale. Épisode 1, chapitre 1, la virtuose, le calculateur et le sportif. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie-France Gilbert. Est-ce que tu pourrais juste te présenter? Oui, Jean-Sébastien Fortin. Donc, j'étais à la maîtrise en génie civil sur la fin de mon projet. D'accord, parfait. Et toi? Grégory, j'étudie en psychopédagogie et je suis aussi sur la fin de mon projet. J'ai fait une partie du projet au Portugal. C'est là où j'ai fait ma collecte de données. On va commencer par toi, Jean-Sébastien. Le titre de ton projet, c'est une optimisation des investissements sur les ponts par la méthode coût-avantage. Pour mettre en contexte, au Québec, on a beaucoup de structures routières, puis ont été toutes construites, la majorité construites dans les années 60 et 70, donc la Révolution tranquille. Et à l'époque, quand on construisait en béton, c'était éternel. Donc on n'avait pas besoin d'entretenir, on n'avait pas besoin de surveiller ça. On se ramasse aujourd'hui avec plusieurs problèmes. Donc on utilisait beaucoup de sels de déglaçage ici. Les structures sont pas vraiment en bon état. Donc, on a eu la catastrophe du viaduc de la Concorde en 2006, qui a comme été un réveil un peu pour le gouvernement. Ça, c'est les structures qui sont actives présentement au Québec et leur année de construction dans le bas. On voit vraiment la Révolution tranquille, ça a été un gros boom. Donc, on a 38-32 %, donc 70 % des structures qui datent de la Révolution tranquille. Et ça, c'est les structures qui sont en bon état. On voit jusqu'à 2006, c'est le viaduc de la Concorde qui s'est effondré. Donc, on voit vraiment qu'il y a une baisse. Donc, les entretiens ont vraiment été négligés à ce niveau-là jusqu'en 2006. Et c'est là que le gouvernement s'est mis à investir massivement sur les structures. Présentement, ce qu'on a pour suivre les structures, c'est des inspections périodiques. Donc, de 2 à 4 ans, on va aller voir chacune des structures. On va l'inspecter vraiment en détail. Et selon les défauts qu'on observe, on va aller prévoir certains entretiens. Mais le gros mais, c'est qu'on a 10 000 structures au Québec, plus de 10 000 structures au Québec, et on sait les finances publiques, c'est de plus en plus restreint. Ça entraîne des retards, souvent. Et si ça se poursuit dans ce sens-là, c'est que ça peut amener aussi un problème de sécurité pour les usagers. Le but, c'est d'amener une autre approche que les inspections, une approche théorique, pour venir donner des signaux aux gestionnaires de dire c'est le temps de réparer ou pas. On peut passer à toi, Grégory Allé-Pétillot. Tu fais une maîtrise en psychopédagogie avec mémoire, domaine de la science du sport, dont la prise de décision en sport collectif. Exact. Ton titre de projet de recherche, précisément, est « La description de la connaissance tactique des joueurs de soccer en apprentissage ». La tactique, ça réfère à quoi? C'est quoi faire dans le jeu. Cette connaissance-là qui vous permet de dire qu'est-ce qu'il y a de bon à faire dans le match, dans la situation où vous vous retrouvez, c'est une connaissance qui est dans l'axe. C'est une connaissance qui ne se verbalise pas vraiment. Alors, si je vous demandais, par exemple, Marie-France, Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous connaissez du jeu? Vous me regardez avec des gros yeux en disant, je n'ai pas de contexte, je ne peux pas vraiment dire comme ça qu'est-ce que je connais du jeu. Tandis que si je vous pose une question par rapport à un match que vous avez joué, que je vous dis, pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait dans ce match-là à telle situation? Alors, vous auriez plus une idée pour vous dire, OK, j'ai senti mon adversaire qui arrivait sur la gauche, donc j'ai voulu protéger le ballon, garder la possession de la balle. Et donc, mon projet, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à mettre des mots sur des choses qui ne se décrivent pas vraiment, qui peuvent être très, très vastes, mais d'essayer de le mettre aussi dans une échelle de temps. Moi, je suis compositrice de musique. Oui. Oui. J'écris pour tous les styles, tous les instruments occidentaux. Je m'intéresse également aux instruments du monde aussi, puisque je fais ma maîtrise sur les influences de la musique extra-occidentale dans mes créations. Je vais m'inspirer de 4 musiques en particulier, dont la musique de l'Asie, Chine, Mongolie, la musique flamenco-espagnole, l'Afrique de l'Ouest et la musique indienne. Ça, j'ai décidé de ramener ça à 4 musiques qui me passionnent le plus. Chapitre 2, sonder les structures et l'art. Pourquoi ton sujet y est original? De un, parce que tout le monde parle de la prise de décision. Les années 60. Mais on disait, OK, Marie-France, fais telle chose dans le jeu. Et après, il faut que tu te débrouilles, il faut que ça marche.
plus on est arrivé, moins on a eu un entraînement ou une façon de développer les athlètes systématique. Donc, au lieu de dire, OK, ben Marie-France fait telle chose, c'est d'essayer de te guider à comprendre en quoi tu devais ou ne devais pas faire telle chose à tel moment. Mais surtout déterminer quelle est l'action pertinente. C'est d'essayer d'avoir accès au processus cognitif en arrière. L'autre défi, c'est d'essayer de le mettre dans un cadre d'apprentissage. Parce qu'on peut très, très bien dire les très, très bons joueurs font de telle manière. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de buts. Mais on n'a pas accès à tout ce qui est dans la tête. Et on a juste accès une fois qu'ils ont été formés. Mais quel est ce processus-là? Comment est-ce qu'ils font pour en arriver là? On n'a pas encore accès à ça. On essaie d'accéder à un genre d'information qui est très difficilement accessible, qui est implicite, qui n'est pas vraiment verbalisable. Encore plus auprès des jeunes, ils n'ont pas tout à fait les processus cognitifs pour dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent à tel moment. Nous, on a 3 points qui sont vraiment différents de ce qui se fait présentement. Premièrement, on considère les revenus. Donc, approche coût-avantage, on regarde vraiment un pont, combien ça peut rapporter indirectement à la société. Puis c'est important parce qu'un réseau routier qui est viable, qui est efficace, c'est un vecteur économique. Donc, nous, on veut évaluer justement si le réseau est efficace, bien, dans le fond, ton PIB va augmenter, ton produit intérieur brut. Donc, c'est important qu'on l'associe à notre projet. Ensuite, on a des modèles de détérioration. Ça, c'est vraiment, on simule comment notre matériau se détériore. Et justement, nous, c'est ce que dans la littérature, souvent, il y a la grosse lacune de ne pas considérer le fait stochastique. Donc, nous, ce qu'on vient mettre à l'avant-plan, on a créé un nouveau modèle, c'est de dire, si on construit un pont, même si on a construit 2 ponts exactement pareils, ils ne se détérioreront pas à la même vitesse parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, on met ça à l'avant-plan et finalement, on met un environnement financier qui est stochastique aussi. Donc, nos variables financières vont évoluer dans le temps selon la simulation. Puis c'est important parce que ça peut être justement un incitatif à réparer ou pas. Si l'économie va bien, peut-être que justement, ça force le gestionnaire à aller investir. La musique, ça a commencé quand j'étais vraiment toute petite, là, quand j'avais mon petit orgue qui faisait un bruit là, de souffle. Là. Les films de Disney, ça c'est vraiment, je pense que c'est là que ça a parti, là, parce que je faisais du repiquage à l'oreille des musiques de films de Disney. C'est des films qui m'ont marqué vraiment, c'est Spirit, le talon des plaines de la musique de Hans Zimmer, qui est un grand compositeur de musique de trame sonore de films hollywoodiens. Une raison que j'aime la musique vraiment du monde, là, les musiques d'ailleurs avec d'autres cultures, c'est que ça nous amène à voyager, même si je suis toute seule dans ma petite chambre universitaire puis que je compose des affaires vraiment intenses. Ça me fait voyager. La musique, quand je la compose, quand je l'écoute, moi, il se passe des histoires, il se passe des événements. C'est très imagé, la musique, pour moi. Chapitre 3. Des hivers québécois aux étés portugais. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ton domaine? Mon premier bac, c'est un bac en actuariat. Ensuite, j'ai fait mon génie civil. Donc, mon projet il permet de combiner finance et génie civil. Donc, je suis capable vraiment de mettre les deux ensemble. J'ai fait mon bac en génie civil en m'impliquant beaucoup dans le canoë de béton, qui est de la recherche, veux pas, c'est de la recherche-développement, il faut créer un canot. Et donc, il faut vraiment innover, faire de la recherche. Puis, durant ce projet-là, j'ai fait un montage que, dans le fond, c'est un test de cisaillement-flexion pour vérifier en dessous des genoux, dans le fond, les genoux des rameurs. Nous, notre problème, c'est qu'on a une coque vraiment mince, donc 7 mm. Donc, les genoux, ils venaient poinçonner, dans le fond, ils venaient puncher en dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un test. Autrement dit, tu mets ta plaque de béton, une petite plaque de béton avec dans le fond rempli d'eau en dessous, puis tu viens pousser dessus pour voir comment il faut que tu renforces pour que ça ne brise pas. Ça m'a comme donné un petit le goût de la recherche un peu. Donc, quand j'ai pu finir mon bac, j'ai eu justement l'appel de ma directrice, Josée Bastien, qui m'a proposé ce projet de recherche-là. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Au Québec, on est quand même un beau milieu pour étudier parce qu'on a vraiment les pires conditions. Aujourd'hui, il va faire 30, le lendemain, il va faire moins 30, fait que ça va geler, dégeler. Du béton, admettons, on prend le béton. C'est poreux, donc ça va absorber de l'eau. Donc, dites-vous, si ça gèle, dégèle, bien l'eau, ça prend de l'expansion quand ça gèle, ça rapetisse, donc ça fait éclater notre béton. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes. Puis on a besoin de beaucoup de sels de déglaçage pour les routes. Puis ça, justement, c'est encore pire parce que ça rentre, ça va venir travailler avec notre armature. Donc, du béton armé, on a des barres d'acier à l'intérieur. Ça fait de la corrosion. Donc, la corrosion aussi, ça fait prendre de l'expansion à nos bords d'armature qui fait un autre éclatement du béton.
J'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes stages que tu as faits, un au Brésil et un au Portugal. J'avais à l'époque de la famille qui était au Brésil. Je suis allé une première fois. Ensuite, j'ai reçu une invitation d'un professeur qui m'a dit « Viens faire de la recherche avec nous ». Je suis allé là un petit peu à la source, parce que cette faculté-là était très, très forte en sciences du sport, appliquée au sport collectif, encore plus au soccer. Donc là, j'ai pu prendre d'autres idées comme la pédagogie. En gros, apprendre à jouer en jouant, ça veut dire être capable pour un entraîneur de mettre des joueurs selon leurs capacités, selon leurs connaissances actuelles, dans des contextes qui vont leur permettre de bien performer. Donc, j'ai découvert un petit peu tout ça. J'ai découvert aussi le comportement en portugais, au Brésil, dans une culture qui est très variable, très négociable, très folklorique, très allègre, mais beaucoup de problèmes aussi. C'est-à-dire que quand les choses ne marchent pas, c'est pas nécessairement les mécanismes auxquels les Canadiens penseraient pour régler un problème. Psychopédagogie, maintenant, combine deux choses. La psychologie, comment fonctionne la prise de décision psychologiquement, et la pédagogie, comment est-ce qu'on apprend à faire des bonnes décisions dans le match. Deux problématiques qui sont assez lourdes, assez abstraites, assez complexes. Moi, j'ai trouvé ça tellement wow de rencontrer des gens passionnés comme ça, puis c'est assez impressionnant que des gens qui connaissent à ce point-là leur discipline. En les écoutant, là, j'avais tellement des idées, là, c'est fou là, les idées qui me popaient dans la tête. Là. Puis au fur et à mesure qu'ils me parlaient, puis ils expliquaient des concepts, des problématiques, tout ça, là, puis wow, tu sais, ça a l'air difficile, mais lorsque c'est ça qu'on a de l'imagination, tout ça, c'est des fois il faut faire du tri, là. Puis là, il fallait avec toutes les idées qu'on a, il fallait faire c'est ça, du ménage pour vraiment que ça ait du sens, tout ça. Là. Chapitre 4. Marier les influences. Est-ce qu'il y a des similitudes avec d'autres contextes ou d'autres modèles qui sont présentés ou suggérés ailleurs? Oui, en fait, c'est de plus en plus implanté des modèles de ce type-là. Dans le fond, c'est qu'on se base sur des chaînes de Markov. Là. Je peux peut-être expliquer c'est quoi. C'est un modèle stochastique. Donc, c'est état à état. Donc, on va dire le pont, on peut le classifier en 4 états différents. Puis là, on va mettre des probabilités que s'il est dans le premier état, donc dans l'état A, c'est quoi la probabilité qu'il change dans l'état B après une certaine période. Donc, la majorité des modèles se basent là-dessus. Qu'est-ce qui existe? Sauf que le problème, souvent, c'est que, oui, théoriquement, ça, c'est stochastique parce que ça a des probabilités. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'ils vont mettre des pourcentages dans chacune des catégories. Donc, admettons, on va prendre leur pont, ils vont dire, bien, il est à 25 dans l'état A, puis 50 dans l'état B, puis 25 dans C, par exemple. Mais là, quand tu roules ta matrice, au lieu d'être dans un état à la fois, tu es dans plein d'états, fait que tu n'as pas le choix, ça devient plus stochastique parce que tu fais 25 fois ta probabilité de rester dans l'état A. Fait que ça va toujours te donner le même résultat. Moi, j'appelle ça un modèle déterministe. Il y a comme une erreur ici de nomenclature des fois dans leur modèle. Donc, c'est pour ça que nous, on a proposé un nouveau modèle de détérioration. Mais ça se fait vraiment, ça se fait de plus en plus. Le bénéfice qu'on va avoir d'utiliser l'approche que tu proposes ici, dans les conditions que tu as décrites tantôt. C'est sûr qu'on considère la sécurité de l'usager, mais c'est considéré comme une valeur financière. Donc, s'il y a des catastrophes, s'il y a des gens qui meurent, c'est un gros coût, autrement dit. Donc, on reflète toujours ça en termes de coût. Donc, l'objectif, c'est vraiment de maximiser les bénéfices. Donc, autrement dit, de dépenser le moins possible puis de créer le plus de vecteurs économiques, plus de produits intérieurs bruts avec les investissements. Ce qui se fait ailleurs, c'est beaucoup, on parle de chaîne de Markov. Chaîne de Markov, c'est un processus stochastique à temps discret, état par état. Donc, on a un état initial et à chaque période, on va aller avoir un état final qu'on écrit sous forme de matrice. Donc, ici, vous avez une matrice. Donc, l'état entrant va être sur l'horizontale et l'état sortant sur la verticale. Si c'est un exemple, donc on aurait 4 états possibles, A, B, C, D, et les probabilités qui sont dans la matrice. Donc, j'ai mis un exemple ici. On aurait un état entrant de C, donc on serait dans l'état C. Donc, on regarde la troisième ligne. C'est 50-50, donc j'ai fait l'exemple du pile ou face qui est simple. Admettons que ça serait pile, on se maintient dans l'état C. Si c'est face, on se détériore dans l'état D. Le problème qu'on a, c'est que souvent, c'est réparti entre différents états. Donc ici, on aurait un 100% en A, 0% en B, 0% en C et 0% en D. On perd notre effet stochastique parce que notre 100%, il va rentrer dans la matrice, mais il va se séparer entre les deux probabilités. Donc, même si on simule plein de fois, on va toujours avoir les états sortants qui vont être 84-16.
Fait que c'est pour ça que nous, on a modifié le modèle de détérioration. Pourrais-tu nous expliquer les enjeux qui forment là où les principales problématiques dans le domaine du soccer québécois? Premièrement, on a le mélange d'anglais et de français. Au Québec, on est depuis des années comme ça. Ce qui nous donne du côté anglais une espèce de goût d'être très efficace, mais en même temps un côté français qui est discuté, qui est toujours négocié. On est encore très marqué sur l'héritage de Marie-France fait ça, Jean-Sébastien à tel moment fait ça. Mais le jeu ne peut pas être codifié comme ça. Et surtout, qui fait l'action? Si moi je suis votre entraîneur, c'est vous qui êtes sur le terrain. Je ne peux pas vous dire faites ça tout le temps, c'est pas logique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de guider un petit peu d'une manière plus ouverte le chemin que peut parcourir un joueur qui est en train d'apprendre. Mais actuellement, les tendances disent que si on veut développer des bons joueurs, il faut les apprendre, les accompagner dans la réflexion sur la décision. Donc ça, c'est ce qui m'a mené un petit peu à faire ce projet d'étude-là. Je crois que ça peut servir au Québec. On a des très, très bonnes équipes. On a l'Impact de Montréal qui est un peu le chef de file. Et on a un niveau amateur qui est à peu près de 99%. Donc, ce qu'il faut faire, c'est élever tout ce bloc-là à un niveau supérieur pour être capable de dire, OK, mais maintenant, au lieu de posséder un choix sur 40, 50 joueurs de très, très bonne qualité, mais on en a 100 000. Et là, on va se retrouver très compétitif parce que ça va être le meilleur. Je m'intéresse à la musique orchestrale, très symphonique. Présentement, je fais un projet dirigé sur la simulation sonore avec des instruments virtuels. C'est sûr qu'avec mes cours d'orchestration, d'instrumentation, ça nous amène à savoir composer pour une très large gamme d'instruments occidentaux, tant pour les cordes, les cuivres, guitares, le chant, les voix. Puis on apprend des styles, beaucoup de styles, des styles modernes. Je me suis découvert un style assez coloré, j'aime ça les piger, plein de styles, comme je veux faire des créations avec plein de styles mélangés, tant jazz, il peut y avoir des influences de l'opéra même, puis toujours l'influence de la musique de film depuis mon tout jeune âge. Chapitre 5. Faire face aux défis. Pourrais-tu nous parler des difficultés, des obstacles que tu rencontres? Dans le processus de recherche, je suis sûr que communiquer avec le ministère, ça peut des fois être une problématique en tant que telle. Juste pour faire la petite histoire, justement, quand j'étais supposé recevoir les données, ils ont beaucoup de données au Delta, dans le centre-ville, là, et ils ont eu une belle inondation où toutes leurs données étaient. Donc, j'ai eu un petit retard dans mon projet à cause de ça. Puis, ce qui est complexe aussi, c'est que le ministère a beaucoup de données à gérer. Donc, des fois, tu te ramasses avec une pile de données qui ne sont pas nécessairement corrélées, tu essaies de les relier. Et en plus, c'est qu'ils changent fréquemment de système d'inspection. Comme présentement, en 2008, il y a un nouveau système qui a été implanté. Moi, j'ai des données avant 2008 et des données après 2008 qui sont impossibles à combiner parce que c'est vraiment deux façons de voir les choses complètement. Souvent, quand on va demander aux très, très bons athlètes, qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision-là, ils vont dire, je l'ai senti. Au lieu de dire, ouais, mais senti, c'est pas tangible, ça ne nous indique rien. C'est justement d'aller dans la direction de ce senti-là. OK, mais essaie de le nommer, essaie d'explorer ce sentiment-là. Ah, c'est vrai, mais là, j'avais vu quelqu'un. Donc, cet accompagnement-là fait émerger plusieurs choses. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire l'action, partir de l'action, aspirer ce qui est significatif, essayer de le verbaliser. Cette verbalisation-là, dans la tête, va avoir une espèce d'effet de conscientisation. Et après, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de retourner au jeu puis de bien jouer. Donc, ce qu'on espère faire, c'est qu'à travers cette prise de conscience-là, on va avoir un phénomène de compréhension. La compréhension-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lier intrinsèquement avec l'entraînement. Donc, il faut remettre la personne dans une situation qui est similaire, dans laquelle pourrait émerger une situation similaire, donc ça devient extrêmement vague, mais c'est avec ça qu'il faut travailler. Pour résumer, c'est un processus en 3 étapes. Action, réflexion, action. Tout est lié. Il faut retourner dans l'action qui a été vécue et essayer de la faire verbaliser pour en prendre conscience. Le laps de temps pour déterminer ce que je dois faire est réduit à une fraction de seconde tellement courte et une interaction avec ce que je suis capable de faire. Donc, ma décision ne sera pas ici. Ma décision va être dans mon corps au complet. Des fois, il faut faire du tri, là. Puis là, il fallait avec toutes les idées qu'on a, il fallait faire du ménage pour vraiment que ça
ça ait du sens, tout ça, là. Puis c'est un gros défi de ma création, là, parce que j'ai décidé que les 4 chercheurs allaient avoir leur mot à dire, puis leur moment de gloire de façon égale. Mon objectif, c'est qu'il fallait que ça soit une musique qui me représente. Donc là, voilà, le style, c'est vraiment trame sonore, musique de film d'action, vraiment une musique très énergique et qui nous en met un peu, plein la vue. Ces chercheurs-là, ils cherchent tous à améliorer quelque chose dans la société. Fait que c'est comme ils voulaient apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour améliorer le monde. Si je parle un peu de la structure formelle de ma pièce, j'ai une introduction, donc vraiment avec un thème que j'ai trouvé au piano, un petit thème que tout a découlé de ce thème-là musical. Donc c'est ça, j'ai une introduction qui est très entraînante, très épique, qui va présenter chacun des chercheurs brièvement avec une petite touche musicale qui leur est propre. Et puis ensuite, je vais avoir 4 sections, des petites sections où je vais présenter chaque chercheur, un après l'autre. Chapitre 6. Pont et ballon sur partition. Comment tu vois ton sujet de recherche être associé à l'art? Ce que je pourrais imaginer, c'est que ce que j'essaie de faire avec des joueurs pourrait être reproduit avec l'art, avec des artistes, en disant, OK, ben, on va essayer de comprendre pourquoi et comment et par quoi tu es passé pour faire ce coup de pinceau-là, cette pièce d'œuvre-là, cette œuvre-là. Il y a plein de structures qui sont des œuvres d'art. Si on va en Europe, on en voit beaucoup. Puis même si c'est du béton, nous, au Québec, on a tendance à prendre le béton, se faire quelque chose de carré, puis passer au suivant pour que ça coûte le moins cher possible. Mais des fois, dépenser un petit peu plus, ça donne une valeur à la ville culturelle qu'on néglige trop souvent. Comment nos sujets t'inspirent présentement? Dans le sport, on peut facilement, par la musique, représenter le sport. Les fanfares, tout l'aspect percussif également. Mon Dieu, lorsqu'il y a des matchs de n'importe quel sport, la musique est toujours présente. Le rythme, les percussions, il y a énormément de façons de représenter le sport. Puis, dans ton cas, moi, je pense également encore une fois au rythme, tous les sons métalliques. Je trouve qu'il y a énormément de liens entre vos disciplines. C'est surtout l'aspect de la décision. Comment qu'on va amener à prendre une décision de voilà, on va décider qu'on met de l'argent sur tel pont grâce à ton outil théorique. Et puis toi, la précision, ça le dit dans ton sujet. Pour Jean-Sébastien, j'ai représenté musicalement comme si il y avait un pont en construction et que petit à petit, avec des sonorités un peu brillantes, faisant référence à la glace, il y a un sentiment très lourd et un peu strident, c'est comme si ce pont-là, il allait s'effondrer. J'ai une idée pour représenter la science du sport. Ça va être un drumline. Donc, il y a un drumline, on parle d'un ensemble de percussions qu'on retrouve dans les événements sportifs, qui est très rythmique, qui est très flamboyant. Je vais aussi utiliser des sons de voix humaine là, en pleine action. Lorsqu'ils se parlent sur le terrain, on entend des cris, là, puis des « ah, ici », là. Puis j'ai aussi trouvé des sons de foule, des stades en délire. Chapitre 7. Que réserve le futur? Toi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? L'objectif d'ici 5 ans, c'est d'arriver au plus haut niveau possible. Qui sait, peut-être sélection nationale ou club très fort. C'est l'objectif. Moi, je vois mon profil professionnel comme un constant apprentissage. Donc, j'espère que ça va se refléter dans mon milieu de travail. C'est sûr que la recherche
c'est sûr qu'on la quitte un peu en fait, pour ma part, quand je vais rentrer sur le marché du travail, mais je pense que plus on s'implique, plus on monte dans les sphères, plus on acquiert de la connaissance qu'on peut appliquer, puis on n'a pas le choix de lire de toute façon qu'est-ce qui se fait dans le domaine. J'ai un objectif, c'est vraiment me trouver à être compositrice pour les films, documentaires, mais vraiment, là, mon plus grand rêve, c'est écrire au moins la musique pour un film américain. Ben, d'ailleurs, j'ai réalisé un rêve à l'université pendant mon bac, c'était juste d'être joué par un grand orchestre, puis c'est arrivé. C'est vraiment de toujours prendre les opportunités, tout ce qui vient, de toujours être au courant de s'il y a une toute petite chose qui pourrait me propulser. Puis je tiens à dire, c'est pas nécessairement le talent qui va nous propulser. C'est où on est, puis à quel moment, puis s'il y a quelque chose qui passe, puis il faut le prendre. Puis c'est peut-être ça qui va nous mettre sur les rails. Ah, superbe. Oui, absolument. Ouais. Ne manquez pas les autres épisodes de Cogito afin de découvrir de nouveaux chercheurs et de suivre le parcours de nos deux créatrices, Marie-France et Karine. À bientôt!